D'accueillir un généticien dans un congrès de chirurgie, je pense que ça montre la grande transversalité et l'ouverture en fait des chirurgiens en fait. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Bon, j'espère que je vais pouvoir converger avec vos attentes, ce qui n'est pas sûr. Guillaume, merci d'avoir donné un sujet pareil. Bon, globalement, je vais vous parler surtout de la microdélétion 22, puis on va faire un focus sur tout ce qui est oropharyngé. Donc la microdélétion 22, donc c'est une maladie rare, avec une incidence d'environ une personne sur 3000 dans la population générale, en sachant que cette incidence, elle ne fait que changer. Et les derniers outils que l'on a de dépistage non invasif de la trisomie 21, mais qui s'élargit en fait à bien plus d'anomalies chromosomiques que ça, fait que les grosses dernières séries qui sortent donnent une incidence d'environ 1 pour 1000 grossesse en cours, ce qui est beaucoup plus important que ce que l'on attendait, en tout cas ce qu'on observe en postnatal. Et il faut savoir que si vous avez des malformations, en particulier cardiaques, votre incidence va remonter quasiment de 1% de microdélétion 22, ce qui apparaît être énorme. Quoi qu'il en soit, cette microdélétion 22, si on prend un contexte plus familial, en général, le généticien il aime bien avoir la famille avec lui, l'incidence, enfin on va dire la quantité d'accidents génétiques, c'est environ 90%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédent familial et 9 fois sur 10, la microdélétion apparaît de nouveau accident génétique, mais une fois sur 10, c'est hérité d'un parent. Donc c'est vrai que si le parent vous parle et vous dit « Alors, qu'est-ce qui se passe à ma grossesse ?» vous avez peut-être déjà le diagnostic chez le parent qui parle comme ça. Alors, bon, après, c'est comme c'est une fois le papa, enfin 50% ça vient du papa, 50% de la maman, il faut avoir le papa à la consultation de prénatal, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, si on focus un peu plus dans cette anomalie chromosomique, donc la microdélétion 22q1.2, on va voir qu'il y a plusieurs formes. En fait, ça c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Grâce aux nouveaux outils génétiques, on s'est rendu compte qu'il y a la microdélétion 22 classique, qui elle est très peu héritée parce qu'elle est plus sévère, et puis les microdélétions 22 moins classiques, qui elles sont moins sévères et donc plus forcément héritées. En fait, cette pathologie, c'est une pathologie pour laquelle il y a énormément de symptômes cliniques. On ne va pas rentrer dans les détails, on voit juste effectivement cette espèce de schéma où vous allez avoir tous les organes ou presque qui sont atteints par cette pathologie génétique. Et on va faire un focus en fait sur tout ce qui est, on va dire, sphère ORL. Donc les anomalies du palais sont extrêmement fréquentes dans la microdélétion 22. En fait, on a peu de fentes palatines, très peu de fentes labiopalatines, par contre beaucoup d'anomalies, on va dire occultes du palais, fentes sous-muqueuses, luettes bifides et bien évidemment dysfonction vélopharyngée. Ça va conduire à des voies hypernasales, une insuffisance vélaire extrêmement importante qui peut être très handicapante pour le patient. Il y a 30% de difficultés alimentaires et globalement, si on doit avoir un focus, enfin en tout cas un message très très important, c'est on doit avoir une prise en charge multidisciplinaire de ces patients. Si vous avez un problème vélopharyngé et un problème cardiaque avec une artère rétro-œsophagienne, bon, on va avoir des difficultés supplémentaires, on s'imagine bien que c'est pas si simple. Alors, je suis généticien, je ne peux pas faire autrement que vous parler de génétique, puis vous allez voir, c'est pas inintéressant quand même. Hein. Donc la microdélétion 22q11.2. Alors déjà, j'insiste, c'est pas 22q11, c'est 22q11.2 parce qu'il n'y a pas 11 bandes sur le bras long du chromosome 22. Donc 22q, pourquoi? Parce que le chromosome 22, il a un petit bout là qu'on appelle le bras P, et un grand bout qu'on appelle le bras, donc bras P c'est le bras court, pardon, le bras Q c'est le bras long, et l'anomalie chromosomique, elle se situe ici, sur une toute petite région du chromosome 22. Alors comment ça survient? Puisque je vous ai dit, dans 90% des cas, c'est un accident génétique. Il n'y avait rien dans la famille. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les chromosomes, au moment où on fabrique les gamètes, ils sont obligés de s'apparier. Donc il y a les deux chromosomes 1 qui se mettent ensemble, les deux chromosomes 2 qui se mettent ensemble, des chromosomes 3, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il faut que la cellule arrive bien à repérer ces chromosomes pour les répartir équitablement dans les deux cellules filles. Donc on a une spermatogonie, par exemple, souche, qui va donner 2 spermatozoïdes. Il faut donc qu'il y ait une répartition équitable. Si vous rajoutez un chromosome 21, par exemple, dans votre gamète, ça va vous donner une trisomie 21. Donc le but, c'est de faire attention et pas d'échanger n'importe comment. Pour bien coller les chromosomes comme il faut, ça va marcher par des régions d'homologie qui sont ici. Ça marche un peu comme une fermeture éclair. Hein. Pour que votre fermeture éclair se ferme correctement, il faut bien que les bouts se mettent les uns à côté des autres, et comme ça, vous pouvez serrer votre fermeture éclair. Les chromosomes, c'est la même chose. En fait, il va y avoir des régions communes qui vont permettre
un appariement entre les deux chromosomes 22, celui de papa, celui de maman, par des régions très homologues, et ça va permettre, en gros, votre fermeture éclair, elle se colle bien, et que les bons morceaux se collent bien en face des autres. Le problème, c'est que ces régions qui permettent d'appareiller les chromosomes, donc de les coller les uns aux autres, sont parfois trop ressemblants d'un bout de chromosome à un autre bout de chromosome. Si je prends ici par exemple le chromosome 22, on a une région qui permet, donc ça c'est celui de papa, là c'est celui de maman, on a la région papa qui est très similaire à celle de maman en A, et puis là l'autre région de papa très similaire à celle de maman en D. Parfois la région A elle ressemble trop à la région D, et on va comme ça mettre la fermeture éclair pas comme il faut. On va faire un pont sur notre fermeture éclair, on va pas bien la mettre, et après si on tire dessus, parce qu'en général, après, quand il faut séparer les chromosomes, il faut tirer dessus, c'est les fameux fuseaux que vous avez vus là, fuseaux achromatiques. Si on tire sur notre fermeture éclair alors qu'elle ne s'est pas bien mise, ben on va la casser. Et c'est ce qui se passe, en fait, on casse un petit bout de chromosome, et donc après on recolle, mais on recolle avec un morceau de chromosome en moins, on va avoir une microdélétion. En fait, quand on a une microdélétion, techniquement, on a aussi des microduplications de l'autre côté. C'est une autre pathologie génétique, mais on va se concentrer sur la microdélétion. Donc cette microdélétion, elle peut apparaître soit avec le chromosome de papa et le chromosome de maman qui s'apparient mal et on casse, soit le chromosome de papa, par exemple, qui lui va faire une boucle et va casser. Alors tout ça pour vous dire que du coup, on a des régions chromosomiques qui sont ces fameux LCR, en fait, qui permettent d'appareiller les chromosomes, c'est, on va dire, la fermeture éclair qui est ici, et vous voyez qu'il y a plusieurs fermetures éclair, et donc on peut avoir plusieurs microdélétions chromosome 22. Il y a la microdélétion classique de 3 millions de paires de bases, donc dedans il y a plein de gènes, dont TBX1, on focusera un tout petit peu dessus, je vous rassure, il n'y a pas beaucoup de génétique. Et on peut avoir des microdélétions dites atypiques. Et plus la microdélétion est de ce côté-là, donc ces deux-là, la jaune et la violette, et plus les symptômes cliniques vont être atténués. Et comme les symptômes cliniques sont atténués, eh ben, l'individu il a moins de difficultés, et s'il a moins de difficultés, il a plus de facilité à trouver sa future épouse ou son futur mari et à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a plus de microdélétions 22 qui sont héritées des parents quand on a, on va dire, des gènes qui sont partis, qui sont moins importants que ceux qui sont là. Donc, moins compliqué, mais peut-être plus fréquent qu'on le croit. Donc, là, pardon, pour dire, c'est cette microdélétion qui est ici, là, qui n'est pas la classique, mais qui est la bleue ici. Et la bleue et la verte, pardon. Elles sont moins fréquentes, mais elles sont comme une microdélétion 22 classique. Et puis, on a ces distales qui sont beaucoup moins graves, pour lesquels les symptômes cliniques sont moins pénétrants, mais il y a quand même, ils peuvent se reproduire, ces patients-là. Alors, il y a des corrélations génotype-phénotype qui ont été faites, et on a pu voir qu'il y a certains éléments qui sont plus fréquemment observés dans les délétions, on va dire, classiques que non classiques. Sauf pour les problèmes du palais, qui finalement sont très pénétrants, en fait, c'est-à-dire qu'on ait la délétion classique ou pas classique, de toute manière, on va avoir des problèmes du palais. Donc déjà, petite particularité, il y a peut-être moins de symptômes cliniques, sauf les problèmes du palais. Et puis ce qui est intéressant, c'est si on regarde un peu plus en détail dans les capacités neurocognitives de ces patients, on s'aperçoit par exemple que les patients qui ont une microdélétion du chromosome 22 vont avoir donc une déficience intellectuelle légère la plupart du temps, avec des capacités verbales qui sont plutôt bonnes. En fait, la compréhension verbale est bonne. Par contre, la restitution verbale est catastrophique. C'est-à-dire que si vous parlez à un patient qui a une microdélétion 22, il va tout à fait comprendre ce que vous lui racontez. Par contre, il va très mal restituer parce qu'il va vous dire « Moi, non compré ». Sauf que non compré, le docteur, il ne comprend rien, en fait. Voilà. Alors, du coup, si on reprend la physiopathologie de cette microdélétion 22, en fait, il s'agit d'une pathologie génétique qui va entraîner un défaut de migration des cellules des crêtes neurales. Donc, ces cellules des crêtes neurales qui sont localisées ici vont aller investir le champ donc des poches branchiales, mais également au niveau du cœur, du troncus arteriosus. Donc on voit ici qu'effectivement, il y a différentes régions, on va dire, du tube neural, avec migration de ces fameuses cellules des crêtes neurales qui vont coloniser le massif crânio-facial, mais pas que, aussi tout le cou. Du coup,
on comprend mieux les malformations cardiaques dites conotroncales dans la microdélétion 22q1.2, puisque finalement, l'haploinsuffisance, j'ai dit un gros mot de généticien, le manque d'un des deux gènes TBX1, celui du papa, celui de la maman, peu importe, ce gène TBX1 est indispensable pour pouvoir permettre une migration correcte des cellules des crêtes neurales. Donc il n'y a qu'une partie des cellules des crêtes neurales qui vont migrer et coloniser le massif crânio-facial et le cœur, en particulier le truncus arteriosus, et c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs problèmes cardiaques, des problèmes de septation, mais aussi des problèmes de rudimentation des artères au niveau du cou, puisqu'au départ, on a un schéma particulier avec plusieurs artères, puis finalement, il va y avoir une destruction pour avoir le schéma classique. Ces cellules des crêtes neurales, elles sont bien évidemment extrêmement importantes pour tout ce qui est muscles, gras, chondrocytes, ostéoblastes, etc., etc. Elles vont permettre donc, en fonction des différentes structures, faire le massif crânio-facial, mais aussi la musculature, mais pas que. C'est extrêmement important aussi pour tout ce qui est innervation. Alors, quand on prend des souris, chez qui on reproduit la maladie génétique et microdélétion 22, on va avoir effectivement un problème. Donc ça, c'est une souris normale, ça, c'est une souris avec une microdélétion 22. Un problème d'élévation, en fait, des processus palatins avant qu'ils fusionnent au niveau de la langue. Donc déjà, effectivement, la microdélétion 22, on comprend mieux les problèmes du palais. Mais on a aussi quelque chose de très intéressant qui concerne l'innervation, en fait, du massif crânio-facial et du cou. Ici, une souris normale, ici, une souris avec microdélétion 22, et on s'aperçoit en fait qu'on a un pattern nerveux qui n'est pas tout à fait normal, en particulier ici, entre le 9 et le 10, donc les nerfs 9 et 10, on voit qu'il y a des ponts qui se créent, en fait, et qui vont probablement entraîner des problèmes d'innervation et surtout de commande motrice. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'effectivement, si vous croisez entre plusieurs nerfs, vous allez avoir des signaux qui sont discordants, en tout cas une coordination qui risque d'être bien compliquée, et on voit que c'est vraiment, ça se voit tout le temps. Alors ça, j'ai fini de parler de génétique et de souris, on va parler maintenant des hommes. La microdélétion 22, en fait, depuis assez longtemps, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas des patients comme les autres, en fait. Et leur problème d'atteinte, on va dire, vélopharyngée, est très particulière, et surtout, leur récupération vélopharyngée, elle est catastrophique. On voit ici donc, des patients avec microdélétion 22, d'autres patients sans microdélétion 22 dans cette série de post-chirurgicales et pré-chirurgicales, où on s'aperçoit que finalement, les patients qui n'ont pas de microdélétion 22 vont finalement avoir une nasalité bien meilleure que les patients qui ont une microdélétion 22 et qui ont été opérés. On n'a pas du tout les mêmes chiffres et pas du tout très peu de normalisation, de la nasalisation après la chirurgie. Enfin, en tout cas, pour cette équipe, après, c'est autre chose. Autre chose, on s'est aperçu en fait qu'ils ont une succion déglutition qui est anormale avec une mauvaise coordination de cette succion déglutition. Alors, je suis très très nul en anatomie et je pense que vous seriez bien plus à même de pouvoir interpréter ces choses-là, mais globalement, en fait, ils ont fait le bébé en fait a pris de la barite et puis ils ont regardé comment est-ce qu'il pouvait avaler cette barite et déglutir. Donc ici c'est le schéma qui représente l'anatomie, un patient normal et puis un enfant avec une microdélétion 22 et on s'aperçoit en fait que quand l'enfant normal déglutit, en fait il va coller son palais contre la paroi postérieure du pharynx et le bolus descend bien en fait. Alors que dans la microdélétion 22, on va avoir quelque chose qui est tout à fait anormal, où finalement, ça va mal s'apposer. Donc on va avoir en fait un mur postérieur qui va être hyper dynamique, mais par contre un reflux nasopharyngé. Ça, c'est au moment où il déglutit. Et puis après la déglutition, avant de reprendre la respiration, on s'aperçoit qu'il y a du reflux avec quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Par la suite, il y a d'autres équipes qui ont essayé de regarder par IRM dynamique quelles étaient les particularités, on va dire anatomiques, vélopharyngées de ces patients. Donc il y a ici un certain nombre de structures qui ont été étudiées, donc l'angle antérieur crânial, postérieur crânial, atlantodental, et globalement plusieurs conclusions.
une des conclusions, c'est qu'il y a une platybasie avec un allongement du pharynx chez les patients qui ont une microdélétion 22, et puis un vélopharynx qui est plus large et un palais dur qui est plus court. Donc anatomiquement, il y a des soucis particuliers dans cette pathologie-là. Donc on voit ici un exemple de platybasie chez ces patients qui ont une microdélétion 22. Et puis, quand ils font une reconstruction tridimensionnelle en fait, de l'oropharynx, ils s'aperçoivent en fait que le pharynx est beaucoup plus large et distendu en fait, que chez des patients qui n'ont pas de microdélétion 22. Alors, deux conclusions. Comme ça, en plus, j'ai fait gagner du temps, donc c'est parfait. La première, c'est qu'il y a des problèmes qui sont très complexes dans la microdélétion 22q1.2 et faire une chirurgie toute seule du palais est probablement pas suffisante parce qu'on s'aperçoit que ça va beaucoup plus loin. D'abord, ils ont une déficience intellectuelle avec une hypotonie musculaire, ils ont une hypoplasie adénoïde, cette platybasie, une asymétrie des voies aériennes supérieures, parce qu'on a vu que finalement, ils ont un vélopharynx qui est complètement distendu, et puis des anomalies d'innervation et donc de coordination musculo-squelettique qui fait que c'est compliqué pour eux parce que leurs faisceaux nerveux ne sont pas normaux. Et puis après, il y a leurs problèmes neurologiques, et puis quelque chose que j'ai appris en faisant ce topo, que je ne savais pas, c'est qu'en fait, les patients qui ont une microdélétion 22q1.2, en dehors de leur problème de schizophrénie, 1 sur 3, ils ont un problème de déclin cognitif. Et en plus, ils vont avoir des soucis particuliers de déclin cognitif. Mais, comme je suis généticien, on va rentrer dans le vif de ce qui m'intéresse, c'est le diagnostic de précision. On l'a vu, vous avez un exemple d'un patient avec fente palatine qui n'est pas comme les autres. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Et ce dont on a besoin, c'est d'un diagnostic de précision parce qu'on ne va pas prendre en charge de la même façon les patients parce qu'ils n'ont pas la même physiopathologie. On parlait de physiologie. Effectivement, il y a les patients avec une trisomie 21, qui aussi peuvent avoir des problèmes vélopharyngés, qui vont être différents de la microdélétion 22 et qui vont être différents aussi du syndrome Kabuki, où ils vont aussi avoir cette voix hypernasale comme dans la trisomie 21. Donc, on doit avoir un diagnostic de précision pour pouvoir mieux comprendre et mieux prendre en charge les patients. Et tous vos patients qui ont une anomalie vélopharyngée, ils ont peut-être derrière un diagnostic de précision. Voilà, je vous remercie. Et donc, il faut que vous appeliez vos généticiens pour voir vos patients.